Mesdames, bienvenue à ce concept numéro 5 de chimie, la réactivité chimique des gaz. Après avoir vu comment les gaz se comportent, après avoir vu comment les gaz sont influencés, après avoir vu dans le fond tous les comportements des gaz en général, eh bien on va s'intéresser à ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire de voir par rapport à comment mon gaz réagit, qu'est-ce que je peux faire avec cette réaction-là pour le bonifier et l'utiliser à ma faveur. Évidemment, avant de se questionner sur les différentes utilités d'un gaz, il faut revenir sur le principe pour la réactivité d'un gaz selon quatre principes. Être en mesure d'identifier le gaz, être en mesure de comprendre son utilisation, être en mesure aussi de comprendre les manipulations d'un gaz et ses dangers, et évidemment la protection contre justement ces gaz qui peuvent être par moments toxiques. Ah, on doit comprendre évidemment que chaque gaz va avoir une certaine forme de spécificité qui va lui permettre d'avoir une forme d'utilité dans notre quotidien. Commençons donc par les gaz nobles. Ce sont les gaz évidemment qui sont inertes. Pourquoi? Parce que évidemment leur couche électronique extérieure est complètement saturée. Donc, par exemple, si je prends un gaz noble à 10 protons, j'ai une première couche saturée à 2 et j'ai ma deuxième couche qui est saturée avec mes 10 électrons de valence. Résultat des courses, je n'ai pas de place pour rajouter d'autres électrons. La couche est pleine. Ceci implique donc que ma réactivité chimique est très très faible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va les mettre dans des endroits comme des ampoules incandescentes à l'intérieur de l'ampoule, pour éviter justement que le filament, lorsqu'il se brûle, chauffe l'ampoule. On va donc mettre des fois de l'argon ou n'importe quel autre gaz à l'intérieur de l'ampoule pour la servir d'isolant. Deuxième catégorie d'utilisation des gaz comburants. Ce sont les gaz qui vont être utiles pour être capables d'initier la réaction de combustion. Généralement, ce sont des substances, donc des gaz, qui vont avoir une forte électronégativité et qui va donc briser les liens pour être en mesure de libérer la ou les hydrogènes disponibles et ainsi en libérer l'énergie. Donc, par exemple, j'ai ma molécule d'oxygène qui a 6 électrons de valence sur la dernière couche. Et si il 6 électrons de valence, ça veut dire qu'il reste 2 places disponibles. Or, ces deux disponibilités vont rendre le gaz extrêmement réactif. Et si, par exemple, je prends un produit comme du propane ou du butane et que je mets en présence d'oxygène, on va prendre le méthane, ça va être plus facile. Donc, le méthane est évidemment 4 hydrogènes en carbone. C'est un gaz combustible qu'on va voir dans quelques instants. L'énergie, comme telle dans la combustion, est emmagasinée entre le lien hydrogène et carbone. L'oxygène étant plus fort électronégativement, il va attirer l'hydrogène et celui-ci va partir avec son électron. Évidemment, cette attirance-là du comburant pour briser un lien hydrogène nous amène à évidemment discuter du gaz combustible, donc celui qui va brûler en tant que tel. Donc celui qui va se faire briser des liens pour en libérer toute l'énergie. Il faut comprendre que dans les réactions chimiques, la présence d'énergie se retrouve entre les différents atomes. Une liaison entre un carbone et un hydrogène consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'au départ, pour se former, on a dû avoir beaucoup d'énergie. Alors, cette énergie-là, dans le cas qui nous intéresse, va se retrouver ici. Donc, entre l'hydrogène et le carbone, et c'est là que mon énergie est. Et quand on brûle du propane, du butane dans son barbecue, ce qu'on fait évidemment, c'est qu'on détruit la liaison entre l'hydrogène et le carbone. Et parce que ça a pris de l'énergie pour fusionner l'hydrogène et le carbone, le détruire va en libérer.
Et le gaz combustible va servir à initier cette réaction-là. Une fois que vous avez libéré l'hydrogène, la réaction va libérer une grande quantité d'énergie, donc une grande quantité de chaleur. L'autre gaz évidemment qui nous intéresse, c'est le diazote. Le diazote qui est un triple lien entre les atomes. On s'y intéresse évidemment parce que l'azote est à la base même de la construction de l'ADN. L'ADN, où le N représente les nitrates qui sont des composés d'azote. Bon, évidemment, le triple lien est une liaison extrêmement stable, extrêmement forte aussi, qui est difficile à briser. Donc, il faut que certaines personnes le fassent pour nous. Parce que notre métabolisme à nous humains n'est pas capable de prendre l'azote dans l'air et le transformer en azote organique, donc de l'azote utilisable dans le corps. Ce sont plutôt des bactéries qui vont être capables de faire ce type de transformation-là. Ils vont transformer le diazote comme ça, avec 3 liens, en, par exemple, NH3, d'ammoniac. Et ton NH3 va être utilisable par la vie. Donc, c'est ce qu'on appelle faire transformer une molécule en format organique. La dernière catégorie, évidemment, de gaz qui vont nous intéresser sont les gaz réfrigérants. N'importe quel gaz peut évidemment fonctionner pour les gaz réfrigérants. Certains sont juste plus efficaces que d'autres. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire faire changer entre un état initial d'un état final. Le principe est très simple, donc je réitère ma loi générale des gaz, soit P1V1 est égal à P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Alors, en parlant de cette équation-là, je vais me questionner sur qu'est-ce qui arrive lorsque, par exemple, on a mon système de refroidissement avec ma pompe. La pompe, ce qu'elle fait, évidemment, c'est qu'elle va compresser le gaz. C'est lorsque le gaz va être relâché. Parce que ma pression chute, eh bien évidemment, ma température va chuter aussi pour que de chaque côté de mon équation, ce soit égal. Donc, je répète, la puissance de la pompe va pomper. Et en comprimant le gaz, lorsque celui-ci est relâché, parce que le réfrigérateur a besoin d'avoir un coup de froid pour se remettre à la bonne température, et le gaz s'échappe très rapidement dans les tuyaux métalliques en arrière de votre réfrigérateur. Et voilà, la très baisse de température va entraîner comme telle une diminution de la température des tuyaux métalliques qui va se transmettre via le réfrigérateur. La dernière partie qui nous reste à observer ensemble, évidemment, c'est la stoichiométrie pour les gaz. On imagine la réaction suivante, 3CO gazeux plus 7 d'hydrogène gazeux plus CH3, C3H8 gazeux plus 3H2O liquide. Imaginons que j'ai 800 ml de monoxyde de carbone et qui est à 300 kPa et 150 degrés Celsius. Combien est-ce que je vais avoir de volume de d'hydrogène? Bon, ben évidemment, je dois me questionner sur ma réaction. Donc, ma réaction est équilibrée. Et je sais que P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Alors, là, je vais me questionner. Mon hydrogène, dans mon expérience, est à la même température au début et à la fin. Et même chose pour le volume. Donc, la pression va disparaître. Et la température aussi. Parce que dans les deux cas, la pression 1 et la pression 2 vaut la même chose. Ce qui nous reste, V1N1 est égal à V2N2, qui devient mon équation simplifiée. Alors, je peux juste aller remplacer les valeurs et j'obtiendrai une valeur réelle de V2
Une fois que j'ai été en mesure de trouver combien vaut mes nombres de moelle, j'ai pas de valeur précise, alors je vais prendre des coefficients stoichiométriques qui de toute façon sont rien d'autre que des... et j'obtiendrai le volume. Voilà.